Cette conférence vous est présentée par Blend, l'offre de conseils en RH et transformation by Extia. Les équipes Blend vous accompagnent pour accélérer votre transformation, engager vos collaborateurs, développer leurs compétences, sublimer votre marque employeur. En adaptant notre savoir-faire à votre réalité, nous vous aidons à trouver votre propre recette. The Right Blend. Bonne conférence à tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de conférence Blend dédié aujourd'hui au thème de l'intrapreneuriat. Alors, j'ai la chance d'être accompagné pour cette conférence de Justine Ingracia et Jérémy Benamou, que je vous présenterai dans quelques minutes. Euh, Merci à vous deux en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. Alors je vous disais invité de choix aujourd'hui, donc Justine Ingracia, toi qui es donc directrice régionale chez Exia. On va revenir sur ton parcours dans quelques instants. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Et Jérémy Benamou, CEO fondateur de The Tech Nation et ancien Extien du coup, puisque tu as fait une dizaine d'années en notre compagnie. Et donc, 12 même. merci beaucoup, 12, d'avoir accepté de revenir aujourd'hui au micro de Blend pour nous parler de ton expérience. Alors, pour vous en dire un petit peu plus sur Justine, ton parcours, donc Justine, toi tu arrives chez Exia en 2012, donc à l'époque ingénieur d'affaires junior, commercial. Aujourd'hui, 14 ans après, tu es directrice de région, tu pilotes 15 agences, plus de 700 personnes et tu es surtout connue pour ce parcours intrapreneurial hors pair chez Exia. Et donc, quant à toi, Jérémy, tu nous rejoins, tu débutes ton aventure Exia en 2012 jusqu'en 2024, c'est bien ça? 2024, ensuite, tu te lances dans ta propre aventure entrepreneuriale, cette fois-ci avec la création de The Tech Nation, dont tu nous parleras tout à l'heure. Et tu es notamment et particulièrement connu chez Exia pour avoir ouvert l'agence Exia Barcelone en Espagne. Donc, une belle aventure également dont tu peux pouvoir nous parler. Avec plaisir. J'aimerais qu'on commence cet échange sur le registre de l'émotion. Et donc, si vous deviez tous les deux nous résumer votre aventure intrapreneuriale en une seule émotion, laquelle serait-ce et pourquoi? Qui commence? Vas-y. Je dirais l'excitation. C'était toujours, quand on était, que ce soit sur les premiers projets, juniors ou un peu plus tard sur des choses qui étaient quand même plutôt des grands sauts. Moi, je me rappelle quand j'ai décidé de partir en Espagne, c'était pas encore de tout plaquer, mais à l'époque, c'est un peu la sensation que ça me donnait. C'était quand même toujours cette excitation, cette adrénaline d'aller de l'avant qui marquait ces moments-là. Adrénaline, excitation pour toi, Jérém. Justine, quelle émotion t'aimerais nous partager pour commencer ce live? C'est pas évident une émotion parce que je rejoins complètement, Jérém, sur la sienne. Mais moi je dirais l'optimisme parce que l'idée c'était, une fois lancée, moi je fonce et je vais au bout. J'essaye de tout donner et du coup avec, cette envie d'y croire, quoi. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup d'optimisme, dès le début et après bon, bah, essayer de la garder, tout au long du processus. Mais voilà, c'est un peu l'émotion qui m'animait, au début. Bah, écoutez, excitation, optimisme, je pense que c'est 2 belles émotions qui vont nous donner, plein d'énergie pour cet échange. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui là pendant ces 45 minutes, on va essayer de revenir un petit peu à la genèse de vos projets, quels ont été vos déclics, quels ont été potentiellement les freins que vous avez rencontrés, comment vous les avez surmontés. On va s'intéresser notamment à une différence, importante entre l'intrapreneuriat et l'entrepreneuriat, puisque Jérémy, on a la chance, de t'avoir avec cette double casquette. Et puis on va aussi aller, chercher vos conseils pour les gens qui aimeraient entreprendre ou alors aussi pour les entreprises qui aimeraient développer cette démarche et s'intéresser ensemble, à tous les avantages et à la valeur ajoutée que ça peut avoir puisque le cycle des conférences Blend, qu'on organise en ce moment est dédié justement aux ingrédients, qui font, des Great Place to Work, des entreprises dans lesquelles il faut travailler. Donc on va aussi aller s'intéresser aux parallèles qu'on peut dresser entre créer son propre projet, et cette expérience positive qu'on peut en dégager.
Donc, Justine, si on commence avec toi et avec ton parcours, on le disait tout à l'heure en introduction, donc toi, tu arrives en tant qu'ingénieur d'affaires junior, tu démarres ton projet, et puis aujourd'hui, maintenant, tu fais partie d'une des entrepreneurs les plus connues d'Exia. Quel a été ton premier déclic pour te lancer dans cette aventure et comment ça se fait que tu as continué ensuite à entreprendre toutes ces années? Alors déjà, ce qui est rigolo, c'est que j'ai pas eu l'impression d'entreprendre, enfin, j'ai plutôt eu l'impression d'entreprendre, tout de suite, parce que j'ai jamais vraiment imaginé être en ESN, imaginé être ingénieure d'affaires. J'ai fait confiance, via la cooptation, donc je suis rentrée dans l'aventure Extia déjà un peu par hasard avec l'envie, de faire quelque chose de ce projet qu'on m'avait vendu. Donc il s'est passé, 3 ans entre 2012, et 2015 où j'ai vécu pleinement l'aventure, à la parisienne. J'ai démarré à Paris et en 2015, c'est lors d'un échange avec Arnaud Fray, qui, à l'époque, hein, était, toujours, très présent avec nous, dans les locaux sur les open space. Donc on avait l'occasion régulièrement d'échanger avec lui, d'évoquer l'idée de créer, une agence à Lille et donc en région. Le gros quand même de notre activité à l'époque était encore à Paris, même s'il y avait, 2 agences dans le sud et c'est vrai que Lille, bah, c'est une ville, cœur. Moi, j'ai de la famille, de la belle famille à Lille et ce projet-là m'a permis, assez vite, bah, d'imaginer, un nouveau projet pro, un projet familial et finalement de créer la première étape de l'intrapreneuriat que j'ai pu faire avec Extia, ça a démarré là, quoi. Et donc, il s'est passé donc, j'ai sauté dans le grand bain pour le coup, mais on m'a accompagnée et on y reviendra certainement, après, hein, mais, beaucoup, beaucoup de choses pour me permettre d'arriver, comme il faut à Lille en 2015. Et j'étais pas seule. On y reviendra aussi sur cet aspect-là, du collectif qui a beaucoup, beaucoup joué. J'ai passé 4 ans à Lille, 4 merveilleuses années pour être tout à fait honnête. Il s'est passé plein de choses dans ma vie, professionnelle, mais aussi dans ma vie personnelle. Je me suis mariée, j'ai acheté une maison, j'ai eu un enfant et on a fait, un 0-150, salariés à Lille. Donc c'était vraiment incroyable. Mais c'est vrai qu'on m'a proposé, en interne un nouveau projet à l'ouest et me voilà repartie, et en déménagement pour la deuxième fois parce que je croyais aussi à ce projet fortement de reprise de cette agence de Nantes et par ricochet aussi imaginer potentiellement quelque chose de plus régional, ce qui a pu se passer d'ailleurs, entre 2019, mon arrivée à Nantes et 2025, on a avec les équipes, en place créé, 7 agences en l'espace de 5 ans. 7 succursales finalement, un peu partout, sur cette région du Grand Ouest, et donc toujours avec la même ambition finalement, ça a été, d'agrandir le terrain de jeu. On le répète souvent chez Extia, mais c'est une réalité. De recruter des nouveaux joueurs, donc de créer de l'emploi, de travailler avec des nouvelles personnes et des nouveaux clients, des nouveaux acteurs locaux aussi, de se faire connaître et de rayonner localement. Ça, c'était vraiment l'ambition de départ à chaque fois qu'on a ouvert des agences. Et donc c'est comme ça qu'Extia, Grand Ouest a vu le jour, finalement, à ce moment-là, quand on a eu ce conglomérat d'agences. Voilà. Donc une aventure, intrapreneuriale au départ pour toi qui au final, finit par, après quelques voyages, infuser tout le collectif dans le Grand Ouest et donc devient une aventure de plusieurs entrepreneurs, entrepreneuses, qui Tout s'en à tirent fait. et qui t'accompagnent dans ce parcours et on en reparlera aussi effectivement tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut partager cette flamme de l'entrepreneuriat, comme tu l'as fait, tu pourras, nous en dire quelques mots. Et donc toi Jérémy, en live, en direct depuis la plage de Barcelone. Je te remercie d'être rentré quand même à l'intérieur, histoire de pas rendre toute la Le visio son n'était pas jalouse. bon dehors, donc. Ah oui, il y a trop de vent, bien sûr, le sable, tac. Donc toi, tu pars ouvrir quand même. Donc tu as beaucoup entrepris chez Exia. Il y a plein de projets qui ont ta patte ou ta signature. Celui dont on voulait parler aujourd'hui, c'était Exia Barcelone. C'est quand même un sacré défi d'aller ouvrir une agence et par la même occasion un pays. Comment est-ce que cette idée, elle germe dans ta tête à l'époque et surtout comment Exia réagit quand tu leur proposes? Écoute, je me suis un peu reposé la question avant de vous parler là.
Et en fait, j'étais en train de me rappeler que c'est quelque chose qui s'est passé tout au long de ma carrière chez Extia et donc après et même en fait qui a commencé avant. Je crois que j'avais un rêve de gosse qui était d'entreprendre. D'ailleurs, avant Extia, même si c'était assez modeste et pas très concluant, mais j'avais tenté l'aventure de l'entrepreneuriat. Puis je suis arrivé chez Extia, et à l'époque, j'ai assez rapidement, j'avais la sensation que chez Extia, en fait, pour évoluer, on n'avait pas besoin d'attendre qu'une place se libère au-dessus de nous, mais qu'on avait besoin de développer à la fois ses skills, sa façon de bosser, ses compétences, son business, son équipe et aussi quand même sa créativité, et que ça permettait toujours de faire plein de choses. On va pas citer toutes les anecdotes, tous les 3, on en a vécu pas mal ensemble, mais il y a eu déjà à l'époque plein de petits projets, enfin, petits projets d'ailleurs non, qui sont devenus gros, hein. Je me rappelle, il y a longtemps, on a créé ce qui était, un embryon des communautés métiers. J'avoue que moi, c'est cool quand je vois des posts sur LinkedIn et je dis: «Ah là là, cette idée qu'on avait, on avait vraiment moi, j'avais vraiment la sensation d'être un gamin à l'époque», existe encore, même si bien évidemment elle a été beaucoup transformée et que ça a plus rien à voir avec la petite improvisation de l'époque, mais voilà. Et puis, donc se passe, 6 ans à peu près, chez Extia à Paris, comme Justine un peu plus longtemps, mais j'ai eu le plaisir de vivre, pleinement l'aventure extienne. On était plus petits que ce que vous êtes maintenant, donc il y avait forcément un collectif qui était plus compact, donc des amitiés très, très fortes, notamment avec vous 2. C'est un secret c'est pas un secret pour ceux qui nous connaissent et pas mal d'autres dont je me rappelle. Mais bah, ça reste une vie professionnelle avec, une évolution en termes de poste. Moi, j'avais commencé, ingénieur d'affaires comme Justine d'ailleurs, on a fait partie du même campus, donc de la même rentrée des classes. Heu, voilà Pauline, vive les ED en effet, c'est le bon vieux temps et j'étais ce qu'on appelait directeur d'agence de mémoire, à Paris quand, bah, c'était un petit peu plus dur, à un moment, moi je me demandais un petit peu ce que je faisais là et le souvenir assez fort que je garde toujours, c'est que j'ai eu un moment la sensation que j'arrivais au bout de mon truc et qu'il fallait que je change de boîte, que je démissionne. Et moi j'ai un souvenir assez fort où je me revois refaire mon CV, mais en étant ça fait un peu gnangnan, hein, mais en étant profondément triste, à l'idée de potentiellement quitter Extia. Et donc, bah, très naturellement, quasiment instantanément, je me suis dit: «Bon, bah, c'est pas normal, tu peux pas être, donc c'est qu'il y a un truc qui va pas». Et puis très vite, pour raconter l'histoire avec, la personne, avec qui je dînais ce soir-là et une bouteille de vin aidant, le la possibilité finalement, que chez Extia, on pouvait, réaliser ses rêves et donc partir à l'étranger. Pourtant, je me sentais un peu casanier, a refait surface et donc presque en une nuit, enfin franchement la réflexion et la durée, et la décision était assez rapide. Presque en une nuit, j'ai dit: «Oh là là, mais et si je partais en Espagne, pour aller faire Exia?» Et littéralement le lendemain matin, j'ai été voir Arnaud, et je lui ai proposé ça. La coïncidence faisait qu'il y avait déjà pensé, et qu'en plus, en plus de l'agence commerciale traditionnelle, qu'on connaissait chez Extia, il avait, dans un coin de sa tête, l'idée de développer aussi, d'autres activités, notamment des fonctions support. Et alors entre cette conversation avec Arnaud et le départ effectif, il s'est passé pas mal de temps, enfin 8 mois, ce qui m'avait semblé très long à l'époque et si je devais refaire, c'est peut-être des choses sur lesquelles je travaillerais, pour faire les choses avec encore un peu plus d'avant et un peu plus de spontanéité quand c'est possible, bien sûr. Heu et donc je suis parti, a rempli la voiture avec les cartons, et ma copine de l'époque et direction Barcelone, l'installation, et c'était franchement la grande aventure parce que créer une filiale à l'étranger, pas tout seul évidemment, parce que quand on est dans une boîte comme Extia, on a du soutien, mais n'empêche que sur place, tout seul, heu, avec un niveau d'espagnol très, très moyen à cette époque-là. Et puis la création, mais je vais peut-être pas tout raconter maintenant, mais en plus, j'ai eu l'idée brillante de m'installer dans un nouveau pays pour développer, une nouvelle activité 6 mois avant le covid et le début du confinement, ce qui a rendu les débuts, assez sportifs. Effectivement, ça, il y a quand même un sujet de timing. Hem et donc, bah, là, tu peut-être parler, c'est peut-être le moment aussi d'aborder, potentiellement des difficultés que vous auriez pu rencontrer sur ce début de démarche ou alors des freins, quand vous avez, intrapris.
respectivement et comment est-ce que vous auriez pu les surmonter? Allez, Juju. Bah, moi, ce qui m'a marqué, c'est surtout moi, je suis partie à Lille, on s'en fiche un peu de l'âge, mais c'est très propre à moi. J'avais 26 ans et j'avais pas tout à fait, je pense, confiance en moi dans l'intégralité des choses que je pouvais être amenée à créer, à proposer. Enfin, j'avais un peu de vécu chez Exia, mais ça restait quand même que 3 ans et du coup, je pense qu'il a été le plus challengeant, mais ce qui m'a vraiment, motivée, ça a été un défi, c'est la légitimité à gagner partout. Légitimité de par le fait qu'on arrivait à Lille et qu'Extien n'était pas connu. Donc en fait, personne ne nous attendait, personne ne nous connaissait, personne n'avait vraiment besoin de nous. Et puis moi, on a monté cette aventure à 2 avec Aurélien, toujours directeur, en place, dans le Nord. Donc je pense qu'on n'a pas vécu exactement les mêmes débuts, mais moi, voilà, c'était aussi la légitimité, moi, d'une jeune de 26 ans, qui crée, son petit truc à l'intérieur de la structure, dans laquelle elle évolue depuis quelques années et je sais qu'on m'a beaucoup titillée, clients, consultants, concurrents et cetera. Mais ça a vraiment alimenté, et ça a vraiment participé au changement d'état d'esprit, à la confiance que j'ai pu gagner aussi à ce moment-là. Et donc, je dirais que ce qui m'a drivé au début pour combattre un peu ça, en tout cas pour arriver à passer ça, ça a été de persévérer. Dès que j'avais une idée, en fait, je m'en fichais pas, mais je respectais les gens, mais je persévérais, j'allais au bout du truc et j'étais en full authenticité. Vraiment, tu m'aimes pas. En tout cas, moi, je suis comme ça. Ma boîte, c'est Exia et je suis convaincue que voilà, ça va le faire. Et je pense que le fait de mettre avec cette carapace-là, ce costume-là aussi, mais qui était aussi naturel pour moi, hein, je veux dire, c'est des valeurs super fortes chez moi, m'ont permis un peu de passer les moments de doute du début. Et est-ce qu'aujourd'hui tu sens que tu as trouvé cette légitimité ou pas? Après toutes ces années? Oui, oui, non, mais je pense que enfin, oui, je pense que ça va mieux. Je me suis soignée, syndrome de l'imposteur, tout ça, ça va beaucoup mieux, sans, prétention. Mais par contre, à chaque fois que je me relance un petit défi, je me remets dans un petit coup de chaud qui revient et je me refais la petite blague intérieure de, «Est-ce que ça va le faire? Est-ce que, tu vas y arriver? Est-ce que tu es la bonne personne pour?» Mais moi, c'est quelque chose aussi qui m'alimente. C'est ma petite voix intérieure qui me coach quelque part et qui me permet enfin, d'y arriver, en tout cas de faire la chose, quoi, de mettre en action. Avec comme tips utiles de dire: «Voilà, je le sais, je l'entends, je décide de passer outre, je reste authentique dans la démarche et je vais jusqu'au bout de ce que De j'ai ce que je crois. entrepris, en fait». Ouais. Exactement. Mmh. Toi, Jérémy, c'est quelque chose que tu as ressenti, ce frein dont parle Justine ou autre chose qui aurait pu, au début de l'aventure, potentiellement, gratter un petit peu? Ouais, il y a plein de choses quand on entreprend, puis quand on intraprend, il y a quand même beaucoup de moments de solitude. C'est quand même une plongée vers l'avant. On décide de sortir de sa zone de confort, très clairement, c'est ce qui caractérise le plus, heu, ouais, moi, Justine, le sentiment de l'imposteur, je l'ai encore maintenant assez régulièrement et quand je parle à des entrepreneurs autour de moi, notamment des gens qui franchement ont vraiment très bien réussi, la grosse majorité des entrepreneurs à ma connaissance, et des gens qui réalisent des projets dans la vie l'ont à un moment donné, parce que je pense que c'est le propre de l'inconfort. Non, moi, le moment difficile dont je me rappelle, c'est un ouais, c'est quand même un ça va avec, c'est un grand moment de solitude, quand je pars créer Extia à l'époque, Extia à Barcelone, pardon. J'aurais bien aimé créer Extia, mais on va rendre à Arnaud ce qui était à Arnaud. Heu, quand je pars, quand je pars à Barcelone avec ma voiture et mes petites valises, hem, bah, c'est un gros défi, mais c'est assez insouciant quand même, on reste dans le confort du salariat, on reste, dans une boîte, on reste dans tout ça et puis d'un coup, on se prend quand même en pleine figure qu'on a pris beaucoup de responsabilités. Moi, je me rappelle à l'époque, ça avait été assez difficile de quitter, c'était pas très loin Barcelone, franchement, maintenant ça me fait rire, mais franchement, ça avait été assez difficile de quitter vraiment, les amis, la famille, les collègues, le confort quotidien. Vraiment de
de tirer un trait sur sa vie. Et du coup, moi, quand je m'étais installé à Barcelone, j'avais le même sentiment que toi, Justine, ce côté de j'y arriverai quoi qu'il arrive. On me l'enlèvera pas. On me l'enlèvera pas. Et il y a le moment, je me rappelle, qui était assez violent, c'est à la fin du premier confinement. Le confinement a été assez bizarre pour moi parce qu'en fait, je voyais mes copains à Paris, tous mes amis et autres, et c'était la panique chez tout le monde. Et moi, en fait, c'était un autre genre de panique puisque je venais à peine de démarrer, qu'il y avait pas grand chose à gérer. Bah, il y avait j'avais pas grand chose à faire, en fait. Donc je meublais un petit peu. Et puis à la sortir du premier Covid, c'était assez violent, économiquement, pour tout le monde. Je me rappelle plus où est-ce qu'on en était, mais chômage partiel, et cetera. Et donc c'était naturellement et hyper légitimement posé la question de la part d'Arnaud, de Benjamin Régnier, de la direction de est-ce qu'il faut continuer avec les projets innovants, et notamment, la création d'un pays comme l'Espagne, alors qu'il faut s'en rappeler, à mon avis, je ne suis pas dans la tête d'Arnaud, mais je pense que le Covid, ça a dû être probablement la seule fois dans la vie d'Extia où on ne savait pas si on allait passer, on ne savait pas si on allait encore exister un moment après. Et donc là, c'était quand même un assez grand moment de solitude, surtout que il y avait quand même un espèce de devoir de responsabilité. Mais attends, si la boîte ne sait pas si elle va tenir, toi, ton petit caprice d'Extia Barcelone, est-ce qu'il doit tenir? Donc là, il a fallu vraiment se battre assez fort. Et c'était difficile, mais c'est les moments où on apprend beaucoup, 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 beaucoup. Euh, il faut être créatif, mais être créatif pas au sens, on me connaît souvent comme étant créatif, mais pas au sens de je fais des jolis PowerPoint, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il faut chercher des solutions à des vrais gros problèmes, et derrière, il faut les tenir. Il faut se bagarrer. Comme on est sorti de la zone de confort, et je juge personne en disant ça, mais on a une autre vision de ceux qui, entre guillemets, y sont restés. Parce que nous, on prend un risque, on passe de l'autre côté, et du coup, ceux qui sont restés dans ce qu'à ce moment-là, on perçoit comme du confort, mais ça n'en est pas pour eux, hein, mais c'est vraiment ce que je percevais, moi, à l'époque, du confort, on s'écarte un peu de tout ça. Donc, tu as dit optimisme, Justine, tu as dit persévérance aussi. Je crois que quand on entreprend ou quand on entreprend, c'est des qualités qui sont à peu près indispensables. Parce que lancer un projet sans y croire, c'est juste pas possible. De toute façon, je connais pas beaucoup beaucoup de personnes qui ont lancé sérieusement des projets ambitieux sans y croire, et qui les ont pas fait perdurer sans être persévérants. Parce qu'il y a forcément un moment, forcément un moment où ça va pas marcher. On va nous dire que ça marchera pas, on va nous dire que c'est pas la bonne solution, que c'est pas la bonne chose. Et c'est ce moment-là où il faudra, il faut passer outre les obstacles et continuer. Je te remercie, Jérémy. Et un point intéressant, parce que là, au final, on voit que ces difficultés rencontrées, ça vous apprend aussi beaucoup de choses sur de la résilience, sur cette capacité à prendre de responsabilités, à pousser ses drivers, à aller au bout des choses, à être créatif, à travailler potentiellement sur le sujet de légitimité dont tu parlais. Euh, de manière générale, qu'est-ce que l'intrapreneuriat vous a apporté à titre personnel dans vos expériences professionnelles? Quel est le bénéfice pour les collaborateurs, alors Exia ou toute entreprise, hein, puisqu'il n'y a pas que des personnes d'Exia qui nous écoutent aujourd'hui? Quels sont les bénéfices que ça apporte pour les collaborateurs de se lancer dans cette aventure d'intrapreneuriat? Alors du coup, je vais parler pour moi, mais on se rejoint sur beaucoup de choses, vous l'aurez compris avec Jérémy. J'ai l'impression qu'on est aussi assez semblables dans notre façon de penser, dans notre état d'esprit. Mais moi, je suis assez convaincue personnellement, et je pense que ça peut se vérifier chez plusieurs personnes, que ça t'apporte de la confiance mutuelle. C'est aussi ça, en fait, le fait que l'entreprise, pour nous Extia, mais pour une autre société qui te permet d'imaginer que tu peux apporter ta pierre à l'édifice du projet global. Bah, déjà, c'est fou parce que voilà, on parlait de mettre sa patte, d'écrire un peu, je dis enfin, c'est un peu too much aussi, mais bon, moi, c'est ma façon aussi de m'accrocher au truc, d'écrire un peu l'histoire d'Extia, en fait. Ce que l'entreprise permet aujourd'hui,
Extia, et ça, j'en suis convaincue, si on devait résumer Extia à un énorme livre où on raconte une histoire, c'est qu'au final, il y a plein de gens qui ont co-écrit cette histoire et c'est pas une personne, il n'y a pas un auteur, même s'il y a un fondateur, quelqu'un qui a cru au départ et qui a créé ça. Après, c'est vraiment plein de personnes. Donc, beaucoup, beaucoup de confiance. La confiance, elle génère du bien-être. Donc, nous, c'est un mantra chez nous. Enfin, voilà, le bien-être en entreprise. Donc, quand tu es en confiance dans ton environnement, quand tu peux oser t'exprimer, tu peux oser faire du feedback, dire ce qui va pas, être dans une sorte de co-construction, tu es plus propice à rester dans ton entreprise, tu es plus propice du coup, à être engagé plus fortement et donc, pour moi, il y a que du win-win, il n'y a que du gagnant-gagnant à permettre ça, à ce que l'entreprise permette ça. Et au final, le champ des possibles, il est aussi hyper élargi parce que finalement, n'importe qui peut entreprendre, je pense. Et à n'importe quelle échelle, n'importe quel statut, n'importe quel niveau d'expérience, n'importe quel métier, on peut remettre en question son système, son modèle, sa fonction. Et remettre en question, c'est pas un gros mot, c'est pas dire c'est pas bien. C'est dire, peut-être on peut faire mieux, peut-être on peut faire différemment, peut-être on faisait comme ça en 2012, mais aujourd'hui, en fait, ça n'a plus de sens de faire comme ça, donc voilà. Et donc pour moi, c'est aussi un peu ça entreprendre. Donc ça apporte la confiance et puis après, pour aller au bout aussi, de ce que je pense, et de ce que je vis, personnellement, ça apporte des responsabilités. Mais on va chercher ces responsabilités en proposant et en lançant un petit peu en ayant cette fibre-là et de l'autonomie et du coup, on parle beaucoup chez Extia et c'est vrai, c'est concret, d'empowerment et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est au cœur de l'ADN de notre entreprise. On a un slogan et qui en découle, d'abord qui, ensuite quoi, donc le qui, amenant le quoi, hein, donc on part pas du quoi pour aller chercher le qui dans énormément de sujets et de projets et la plupart, voire toutes les initiatives, individuelles, les nôtres avec Jérémy, mais on peut en citer, plein, plein, plein d'autres et aussi des initiatives collectives, ont permis, et permettent aujourd'hui de continuer à faire grandir Extia. Donc quelque part, c'est un peu une histoire, qui s'écrit, comme ça et qui s'écrira comme ça avec ces initiatives-là et voilà et ces personnes qui prennent part au projet, de l'entreprise. Avec effectivement cette logique, tu as raison, ce côté, voilà, si on co-écrit l'histoire d'Extia, le lien avec l'engagement dont tu parles qui est très fort, et donc j'imagine une capacité aussi d'innovation pour les entreprises qui est beaucoup plus importante. Parce qu'en fait, si les collaborateurs osent proposer leurs idées, les pitcher, les vivre, les réaliser, ça démultiplie aussi encore une fois le champ des possibles. C'est toi qui parlais tout à l'heure de terrain de jeu à grandir. Et toi, Jérém, qui nous disait, dans ton expérience initiale, bah, voilà, je me posais des questions, j'avais envie d'autre chose et donc du coup, tu crées carrément ta next step. Donc effectivement, c'est quand même une relation à double sens hyper intéressante. Toi, Jérém, qu'est-ce que ça t'a, apporté comme bénéfice, cet aspect-là, l'aventure intrapreneuriale? Il y a plein de choses. Alors, c'est un peu compliqué quand je fais le truc avec Justine, c'est qu'on a les mêmes réponses, donc il faut que je trouve autre chose maintenant. Bon, je vais quand même le dire. Moi, il y a quand même, il y a la confiance en soi qui est assez important, que tu développes qu'on développe tous pendant nos vies professionnelles différentes. Encore une fois, si je reviens sur, entre guillemets, «mon rêve de gosse» d'entreprendre, je me rappelle que pendant longtemps, je pensais que j'étais pas capable et je pensais que j'étais pas capable seul. Après avoir créé Extia en Espagne, heu, quand je me suis lancé pour, créer ma boîte de Technation, j'ai eu le courage de le faire seul et notamment parce que j'avais pris confiance en moi assez fortement. Entre-temps, tout en souvent on pourrait imaginer que, lorsqu'on quitte une boîte, c'est qu'on est fâché avec elle. Moi, c'était pas du tout le cas. Je suis resté assez proche et je parle souvent d'Extia et elle m'a vraiment inspiré. Moi, je considère que, j'ai fait, 80. J'espère que je vais diminuer ce nombre de pourcentages en augmentant, le maintenant, mais j'ai fait 80 de ma carrière professionnelle pour l'instant chez Extia, donc c'est forcément là où j'ai appris énormément, énormément de skills.
Euh, donc, en ayant passé autant d'années, il y a tout un tas de fondements. Ouais, moi, je pense que un peu comme Justine aussi, franchement, pour les gens qui nous écoutent, c'est pas drôle parce que comme on se ressemble, la prochaine fois sur le casting, il faudra prendre des gens un peu moins d'accord. Il y a la bienveillance. J'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé chez Exia le fait que globalement, la bonne foi, la bienveillance sont des valeurs qui triomphent toujours. Et là, ça devient un peu trop gnangnan. Et il faut changer de thématique. Mais non, mais il y a cette logique un peu sincère. Il y a le côté où moi, de temps en temps, maintenant, là, dans, dans mon aventure, parce que finalement, quand on monte une boîte et plus d'autres projets tout seul, c'est encore la step d'après. On parlait d'être seul, mais là, vraiment, on tient les rênes encore beaucoup plus fort et donc on répond complètement de ce qu'on est et de ce qu'on fait auprès de tout le monde. Et ben, le fait d'avoir pendant longtemps travaillé dans une boîte où quand tu fais les choses de manière droite, avec de la bonne volonté, cette petite notion un peu de karma, tu te rends compte qu'à long terme, ça te revient en positif. C'est quand même une valeur qui est assez rassurante parce que quand c'est toi qui payes les salaires de ton équipe à la fin du mois et que si tu payes pas les salaires de ton équipe à la fin du mois, et puis quand tu crées une boîte les premières années, il y a vraiment une pression là-dessus. Et les gens, ils ont juste pas de salaire à la fin du mois et que c'est toi qui réponds de ce truc-là. Tu as souvent des décisions qui sont pas faciles à prendre. Tu as souvent même pas des décisions au sens des grandes décisions stratégiques, mais plein de petits choix. Tes journées sont faites de tout un tas de petits choix, comme c'est le cas dans la vie de chaque professionnel en responsabilité sur une équipe. Mais voilà. Et donc, cette conviction, j'ai appris chez Exia de dire quand tu fais les choses de manière carrée, que tu respectes les autres, que tu as cette façon d'essayer de garder ta bienveillance toujours, quoi qu'il arrive, à la fin, tu es gagnant. Et en plus, tu restes tu t'entretiens des bonnes relations avec tout le monde ou quasi tout le monde. On J'ai rejoint appris encore un peu beaucoup de la trucs, hein, mais je crois que c'est celle qui m'est sortie. non, mais on rejoint encore une fois ce que tu disais tout à l'heure, Justine, aussi sur le côté authentique. Tu as l'authenticité, et dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites dans le projet et dans la manière aussi de le gérer. Donc je pense que ça, c'est quand même un J'avais mot-clé envie à de rajouter un garder. petit truc, pardon Benjamin, je suis désolé, mais Vas-y. j'avais préparé un truc que j'ai oublié. Tu disais, ça a apporté tout le monde, ça a apporté tout le monde l'entrepreneuriat, et ça, je suis vraiment, vraiment d'accord. Je sais pas si dans l'assistant, je vois pas les gens et les vidéos, mais il y a des gens qui disent: «Ah, moi, j'aimerais bien, et cetera». En tout cas, chez Exia, et j'imagine que dans plein d'autres boîtes, en fait, ce qui est important, c'est d'être maître, maître de son destin, maître de ses décisions et maître de ce qu'on fait. Heu, Moi, aujourd'hui, je bosse, avec de l'IA tout le temps puisque c'est le cœur, c'est le cœur de ma boîte. On fait de l'AI transformation. Il y a un truc qui est génial avec l'IA, c'est que, ça rend accessible le hard skills à absolument tout le monde. Et donc, on dit souvent, quand on aide, des grands groupes, à faire leur transformation, enfin des boîtes à faire leur transformation, je dis souvent en première intention que le plus important, c'est les 2 soft skills qui sont, commitment et curiosité. Donc engagement et curiosité. Et en fait, ça, c'est, les propres valeurs de l'entrepreneur. C'est-à-dire que quand je suis curieux, que je m'intéresse à ce qui se passe autour de moi, aux autres, au sujet, et que je suis engagé, c'est-à-dire que je reste pas dans le yaka faucon: «Ah, ce serait bien que, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça». Mais que vraiment, je prends la responsabilité de te dire, ça peut être rien l'entrepreneuriat, ça commence souvent par juste je vais voir mon manager et je propose de faire un petit truc un peu différemment, puis autre chose, puis autre chose, puis autre chose. Et là, vraiment, on transforme plein de choses. On transforme sa propre carrière, on transforme sa façon de voir les choses, on transforme, sa capacité à faire, et du coup, on transforme la boîte avec laquelle on bosse. Et quand bien même, la boîte avec laquelle on bosse, a pas de répondant et nous reconnaît pas, c'est pas grave parce que finalement sur l'expérience suivante, on sera toujours gagnant. Et puis ça te permet d'apporter quoi, ça te permet aussi de capitaliser sur tout ce que tu apprends pour effectivement la suite. Toi, tu nous disais qu'après Exia, tu avais entrepris, pardon, donc c'est The Take Nation. Tu peux peut-être nous en dire, quelques mots? Et surtout, qu'est-ce que le fait d'avoir intrappris dans la «sécurité» entre guillemets, des 4 murs d'Exia, au préalable, t'apporte ensuite pour toi te lancer en tant qu'entrepreneur, sans filet, en solo? Ouais, alors si on commence par alors la petite métaphore l'intraprès entre les 4 murs d'Exia. Alors d'abord, moi, ce qui m'a quand même beaucoup appris, c'est justement de sortir, entre guillemets, pour reprendre ta métaphore, des 4 murs de mon Exia Paris.
Parce qu'avant ça, finalement, l'entrepreneuriat sur des projets, c'était sympa, mais il n'y avait pas une très grosse dose de risque. En montant un nouveau pays, bah, du coup, en tant que directeur pays, je pense que c'est encore enfin, ça a été le cas pour la plupart de mes amis et collègues entrepreneurs qui ont intrapris à l'étranger chez Exia ou ailleurs. Bah, déjà, tu es responsable tout ou partiellement de créer la filiale. Donc déjà, tu arrives dans un nouveau pays, il faut créer une société, il faut, voir le juridique, il faut comprendre, l'ensemble du fonctionnement dans notre pays. Et c'est vrai que quand on travaille dans un pays, et qu'on sort de ce pays pour la première fois, bah, c'est difficile de ça prend du temps de comprendre que tout fonctionne un peu différemment. Donc en fait, il faut, reset absolument son système de pensée, et accepter de remettre à zéro pour recomprendre tout un tas de choses. Donc là, autant dire que tu apprends énormément et de tout. C'est-à-dire que tu apprends, comment ça fonctionne de recruter en Espagne, comment est-ce que ça se passe, et cetera, qu'est-ce qu'il faut faire quand on va chez le notaire pour signer un papier, comment est-ce qu'on comprend les autres cultures, comment est-ce qu'on agit, lorsque le monde s'arrête avec le Covid et qu'on veut créer une nouvelle filiale, et cetera, et cetera. Bref, il se passe beaucoup, beaucoup de choses, donc tu apprends vraiment tous les jours. Hem Et après, quand tu entreprends, donc moi, nous, chez The Technician, que j'ai créé il y a 2 ans maintenant, on fait ce qu'on appelle de l'AI transformation. Donc c'est un peu la suite logique de mon métier, chez Exia après, mais dans une dimension un peu plus globale. Nous, on aide les entreprises dans leur transformation AI. On dit from AI curious to AI native. En gros, la curiosité de l'IA jusqu'à fonctionner, puisque c'est ma conviction forte, dans 3, 4, 5 ans. On parlera même plus d'AI à proprement parler, elle sera là partout. Comme aujourd'hui, on parle plus de web. Ou quand on a démarré ce métier chez Exia à l'époque, on parlait beaucoup de télécom encore. Plus personne ne dit je fais des télécoms. On a des téléphones et ça fait partie de la vie. On a Internet et ça fait partie de la vie. L'AI sera à peu près pareil. Donc, il y a un virage il y a un virage qui est capital pour toute la profondeur d'entreprise qui existe partout. Ça, j'en suis persuadé. Donc, on fait plein de choses. Ça passe par le développement d'outils, de sites web, de SaaS, de CRM, et cetera pour nos clients. Mais surtout, on accompagne les boîtes, vraiment dans la transformation humaine autour de l'IA, évidemment en formant les personnes, mais aussi en essayant de créer cette nouvelle dynamique et ces nouveaux réflexes, dans les équipes et chez les individus. Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc, j'ai perdu le fil de ta question, j'ai trop digressé comme d'hab. Mais ouais, j'ai appris plein de trucs et du coup aussi non, franchement, si j'étais passé par une boîte un peu plus plan-plan où j'avais pas pu entreprendre, je pense pas que j'aurais ma boîte comme ça maintenant aujourd'hui. Digression était parfaite, Jérémy. Mais c'est aussi pour ça que tu vois, c'est pour ça qu'on aime On t'aime. t'écouter. Alors, c'est rigolo parce que tu nous disais tout à l'heure, Jérém, vous êtes plutôt similaire avec Justine, voilà, vous avez les mêmes réponses. Donc, ça me donne envie de poser une question. Je pense qu'on est beaucoup à se la poser. Est-ce que vous pensez qu'il y a un profil type d'entrepreneur? Est-ce que c'est à la portée de tout le monde ou est-ce qu'il faut déjà avoir cette veine-là? Est-ce que ça peut se développer? Justine, qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, alors, du coup, on se ressemble beaucoup parce que oui, je pense on a un PI et on a une maison, voilà, en termes de communication on se retrouve beaucoup. Donc, c'est plus facile. Mais par contre, pour répondre à cette question, je suis assez convaincue, et d'ailleurs, Jérémy l'a dit aussi, que non. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat, avant tout, déjà, c'est pas un gros mot. Moi, j'essaye de le démystifier au maximum, autour de moi, parce que aussi, comme le disait Jérémy, ça part d'une petite chose au départ, donc un feedback, en fait, qui va être constructif ou même positif, qui va permettre d'alimenter une idée, une donnée, quelque chose qu'on a fait, et cetera, qui va du coup faire grandir, faire avancer. Et pour moi, non, il n'y a pas de profil type. Tout le monde peut entreprendre, encore une fois, à tout niveau. On vient d'arriver dans l'entreprise quelque part. Quand on parle parfois, et on le dit souvent chez Extia, de regard neuf, fais-nous le feedback au bout d'un mois, on voit les nouveaux, on leur demande pendant leur onboarding qu'est-ce qu'ils ont observé, etc. Mais pour moi, c'est une forme d'entrepreneuriat parce que quelque part, on récupère de ces personnes-là
un début de réponse sur quelque chose qu'on fait depuis un certain temps, sur une nouvelle idée. On leur, on leur demande, qu'est-ce qu'ils en pensent et cetera. Donc pour moi, il y a pas de profil type, mais par contre, c'est un état d'esprit. Je suis assez sûre de quelque chose et ça, j'en parle aussi aux personnes qui parfois arrivent avec des problèmes mais pas de solution, me disent, ça m'est arrivé 2-3 fois, j'ai pas la créativité, comment avoir de la créativité? Comment être innovant? Comment voilà? Et au final, bah, c'est hyper difficile de répondre à cette question parce que c'est vrai que c'est propre à chacun, mais c'est une pour moi, ce qui peut enfin j'espère donner un conseil en disant ça, mais c'est une sorte d'ouverture d'esprit. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est c'est la volonté de vouloir prendre part pleinement à l'entreprise et donc de se poser des questions, continuellement, sur ce qu'on fait. C'est-à-dire que la plupart du temps, dans n'importe quelle boîte, dans n'importe quel job, on le fait et on est dans notre tunnel, on a une fiche de poste, on sait ce qu'on doit faire. L'idée pour moi de l'entrepreneuriat, c'est de sortir de la fiche de poste. C'est de se dire: «Bah, on fait», parce que ça, il faut qu'on le fasse et ça fait partie de nos attributs, de ce qu'on doit voilà, ce qu'on doit notre objectif. Mais par contre, autour, on peut quand même prendre le temps de sortir un peu de la fiche de route, de lever un peu la tête, de dézoomer un peu et ça, on peut le faire, toutes les semaines, on peut le faire un peu tous les jours, on peut le faire enfin, peu importe la fréquence, en fait, mais voilà, c'est de s'obliger un peu à élever un peu la tête, à dézoomer un peu, à prendre un peu de recul et à se reposer, à se poser ou à se reposer des questions sur comment je travaille, c'est quoi Extia? Enfin voilà, moi c'est en tout cas, c'est des types de questions que je peux être amenée à me poser et qui me permettent d'ouvrir des nouvelles portes ou de m'amener sur des nouveaux sujets. Donc c'est plutôt un état d'esprit, selon moi que réellement, des compétences propres à avoir. Après, il y a un peu de et ça, on l'a dit aussi tous les 2 avec Jérémy, c'est-à-dire que si, on est d'un tempérament pas trop persévérant, si on n'est pas très optimiste, si on n'est pas très curieux, on on peut en faire, mais ça peut être un peu plus compliqué. Ça peut être un peu plus compliqué parce que là, vraiment, on se fera un peu violence, quoi. Voilà, c'est ma vision de la chose, en tout cas. Jérémy, qu'est-ce que tu en penses? Tu partages cette vision-là? Ouais, évidemment. Je me rappelais du QPT d'Emmanuel. Que proposes-tu? Il y a un truc simple. Non, mais pour compléter, je partage. Pour compléter, il y a quelque chose qui est sympa dans cette notion-là. Un truc que j'ai appris, c'est souvent, quand on est dans la vie professionnelle et dans une boîte, on a tendance à vouloir remettre en question des choses sur lesquelles on ne peut pas agir, qui sont, je sais pas moi, je sais pas d'exemple, on s'en fout. Et l'intrapreneuriat, et donc plus tard, et après, dans une autre étape, l'entrepreneuriat, consiste à se dire, OK, sur quoi j'ai prise? Qu'est-ce que je peux faire moi? Qu'est-ce que je peux modifier? Sur quoi j'ai une prise? Et je peux concentrer mon énergie ici. Moi, je me rappelle, à l'époque, chez Extia, j'étais assez connu comme étant un peu. J'avais un profil, je n'étais pas le seul, mais j'avais un profil un peu particulier pour un profil de sales, de commercial, d'ingénieur d'affaires, on disait, pardon. Euh, Parce que j'étais pas un grand fan de la prospection traditionnelle. Par contre, j'étais assez créatif. Donc, je trouvais toujours des C'est moyens, malin. des chemins de Détourné. traverse Mmh. pour aller faire mon métier et donc du business différemment. Et bah, souvent au début, j'avais mon manager, voire un autre de temps en temps, ouais, les OD, qui m'envoyait gentiment en mode arrête tes conneries, Jérém, et puis va prendre ton téléphone. Et puis, en fait, souvent, un peu plus tard, il y avait tout marchait pas, hein, mais il y avait certaines choses qui marchaient. euh, et ça allait comme ça. Et donc, la leçon que j'en retire, c'est quand tu as de la prise sur quelque chose et que du coup, tu te fais violence pour pas rester dans le yaka faucon et ah, c'est pas bien, c'est nul, c'est de toute façon, ça marchera jamais, etc., etc. Et que tu te prends en main, et ben, ça finit par marcher un jour, en fait. Donc, il faut être engagé. Euh, Et après, tu choisis la taille du risque que tu choisis de prendre. En fait, il faut une certaine aversion au risque, mais en fait, bah, tu peux y aller petit à petit, et puis en fait, tu prends un micro-risque, et puis le coup d'après, tu en prends un tout petit peu plus Mmh. gros, puis un autre tout petit peu plus gros, etc., etc. Par contre, il y a plein de gens, et en aucun cas,
c'est pas bien, mais il y a plein de gens qui recherchent pas ça, qui disent en fait: «Moi, mon kiff dans la vie, c'est pas ma carrière, c'est, ma vie après le boulot, ma famille, mon hobby, mon truc machin» et j'allais dire en quelque sorte heureusement, parce que si dans une entreprise, tout le monde est très intrapreneur, bah, il y a un moment, ça va forcément frotter. Donc heureusement qu'il y a des gens qui mettent leur et d'ailleurs, souvent les gens qui mettent leur, dont la priorité, c'est pas leur carrière, ils mettent leur entrepreneuriat ailleurs. Ils le mettent dans leur famille, dans leurs Mmh. hobbies, dans d'autres projets à côté et donc moi je considère que c'est à chacun de choisir, c'est à chacun de choisir comment il a envie d'être heureux et comment, est-ce qu'il a envie de booster ça. Mais ouais, la chance est une qualité, donc de toute façon, il faut à un moment, prendre des risques, se prendre en main, faire des choses pour, potentiellement devenir chanceux, parce qu'on a provoqué sa chance avant. Exactement. Et dernier point quand même pour conclure, parce que là, on a beaucoup vu vos prismes, en tant que collaborateur qui avait entrepris. On disait, développer, une stratégie d'intrapreneuriat au sein de son entreprise, c'est aussi extrêmement bénéfique. Vous en avez parlé tout au long de vos partages sur la capacité pour les entreprises à innover, à rester compétitives, à engager, énormément les collaborateurs qui se lancent dans cette démarche. On en a parlé avec toi, Justine, aussi, ça favorise aussi, cette notion de bien-être parce que du coup, je construis ma propre expérience. J'étends le terrain de jeu comme moi je le perçois et je m'y engage. Quels conseils, vous pourriez donner, aux managers ou aux entreprises qui veulent justement, initier ou entretenir cette fibre, intrapreneuriale dans leurs équipes? Bah, en fait, il faut je re on va revenir enfin, selon moi, on va revenir toujours un peu aux mêmes choses, hein. C'est moi, je considère, parce que Extia, donne la confiance, c'est-à-dire permet, aux personnes de s'exprimer, d'aller au bout d'une idée, de tester, en fait. C'est aussi ça, parce qu'en fait, il y a certaines idées, il y a certains projets, il y a certaines choses qu'on va monter avec les personnes qui vont les initier, et elles vont pas aboutir. Mais en fait, ça, c'est pas grave parce qu'on l'a dit un petit peu plus tôt, voilà, on aura appris de ce qu'on aura essayé d'engager. Peut-être que de ça, on va développer autre chose et cetera. Donc en fait, c'est aussi pour moi, ça doit, pardon, faire partie de l'ADN, de la société. Ça doit être porté par les dirigeants. Et ça, c'est franchement, si la direction porte pas ça haut et fort, en parle pas, le promeut pas, pour dire voilà, c'est tout le monde peut le faire, et nous, c'est franchement, c'est encore une fois, sans en faire des tonnes, hein. C'est très régulièrement, communiqué par Emmanuel, par notre DRH, par notre DG, et donc du coup, c'est un peu de la diffusion et tout en mettant en lumière, des personnes, pour qui, ça s'est vraiment passé, des consultants, des internes et cetera. Donc, en fait, c'est de communiquer et c'est d'y croire. Si la société y croit, en fait, c'est pas mensonger, c'est quelque chose qui est juste ancré au sein de la structure et tout le monde peut y prendre part. Donc, c'est une sorte de promesse et une sorte de voilà, ouais, quelque chose d'ancré dans la structure elle-même qui permet ça, au niveau global. Peut-être pour ajouter j'allais dire pareil, la confiance évidemment, mais pour ajouter un truc un peu plus palpable. Moi, si je, coachais un dirigeant ou un manager, je l'encouragerais à, créer des quick wins avec les bonnes personnes. Hem, donc je pense que dans une boîte comme Exia, de ce que je vois à l'extérieur, enfin, je sais que ça a toujours existé, de ce que je vois à l'extérieur, ça continue à exister l'entrepreneuriat, donc quelque part, il y a plus besoin que ça, il y a plus besoin que ça parce que toutes les victoires existent, et qu'il y a juste à dire: «Bah, tiens, regarde lui, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça». Mais je me mets dans les baskets d'une boîte, d'une entreprise, d'un service où il y aurait pas beaucoup ça et ben, c'est aussi aux dirigeants, aux managers de mouiller un peu la chemise, d'identifier, où est-ce qu'il y a un entrepreneur, quel est son projet, de lui montrer la voie, de l'aider. Faudra faire preuve pour ce manager ou ce dirigeant d'humilité parce qu'il y a un moment, il aura l'impression que c'était son idée, que c'est lui qui a fait, et cetera, et cetera. Il faudra qu'il accepte et franchement, c'est pas toujours facile, hein, mais il faudra qu'il accepte de,
laisser la médaille à l'intrapreneur, en herbe chez lui ou pas, quitte à aller pour pas faire de langue de bois, quitte presque à un moment à quand on crée une boîte, de temps en temps, on dit: «Fake it until you make it». Ça veut dire que, bah, de temps en temps, il faut créer la victoire, quitte à la stéroïder un tout petit peu. C'est-à-dire que cette boîte dans laquelle on veut des projets et on veut de l'intrapreneuriat et ben, si on a la chance d'avoir les vrais entrepreneurs, il faut leur donner les moyens, les pousser, il faut leur donner la confiance pour revenir à la confiance aussi, Justine, parce que souvent quand quelqu'un veut entreprendre ou dans une boîte, C'est pas comment il faire. a il a voilà, il se «Ah bon? Ah je peux? C'est vrai, Mmh. je peux faire ça?» Donc déjà, il faut dire: «Bah oui, tu peux, vas-y, fonce, tu as besoin de quoi? Je t'aide». Et puis si c'est difficile à insuffler, et ben, on peut le booster, potentiellement un petit peu, vraiment en créant un projet, en créant des conditions, heu, propices à ce qu'il se passe des choses qui, derrière, vont donner des idées à d'autres jusqu'à ce que ça devienne finalement un réflexe, naturel dans une organisation. Et je te rejoins là-dessus juste pour, paralyser. Se mouiller, je trouve que c'est un bon mot parce que finalement, quelqu'un qui ose pas entreprendre, parce qu'on parle aussi beaucoup d'audace, le fait d'entreprendre ou d'entreprendre, c'est aussi se mettre un peu, en visibilité, c'est se mettre en risque. On l'a dit plusieurs fois. Le risque est plus ou moins élevé, mais en tout cas, quand on n'a pas l'habitude, quand on l'a jamais fait, quand, voilà, c'est quelque part se mettre en visibilité, se mettre en risque et donc à partir du moment où on fait rentrer un peu le collectif, parce qu'intraprendre ou entreprendre, on le fait jamais seul, même si à la base, l'idée vient peut-être d'une personne. Après, il y a quand même pas mal de personnes autour qui vont se greffer pour que, ce projet, prenne vie, un peu obligatoirement. Franchement, tu m'arrêtes Jérém si je dis des bêtises, mais même en entreprenant, la plupart des choses que tu crées, tu les crées pas seul et donc du coup, bah, c'est s'entourer un peu des bonnes personnes, des personnes qui vont aussi, aider à promouvoir ce projet et du coup à se mouiller un peu au-dessus à aller permettre que le projet se réalise et voilà et se développe parce que, tout le monde n'a pas forcément, finalement la capacité de porter le projet haut et fort au départ et cetera et c'est pour ça que s'entourer des bonnes personnes aussi pour amener ce projet, plus en visibilité, c'est hyper important. Mais du coup, ça montre quand même que tout le monde peut le faire. Mmh. Tout le monde a le droit et peut le faire, et heureusement d'ailleurs. Et peut-être juste pour finir ce truc-là, dans une équipe ou dans un service ou une entreprise où ça n'existe pas encore, le dernier point, mais plutôt de la part du manager, c'est de bien calibrer aussi le 1er de la série. Premier projet d'entrepreneuriat, parce que d'un truc trop petit, c'est du fake. Refaire un tableau Excel, «Oh super, j'ai changé les couleurs d'un tableau Excel», c'est du bullshit. Et par contre, dans une équipe ou une entreprise où il y a pas une forte dimension, d'innovation, d'entrepreneuriat, enfin l'entrepreneuriat, c'est encore autre chose, heu, bah, vouloir, taper trop haut, finalement, on risque aussi de taper dans la motivation des gens et de décourager les équipes, parce que, c'est des choses qui vont derrière pas avoir lieu et on risque ce côté contre-productif où les gens vont finir par dire: «Ah bah, tu vois, bah, non, il dit que c'était possible, mais c'était pas possible parce que, il y a tel truc qui a coincé». Je pense qu'il faut dimensionner aussi correctement. Plutôt là, je encore une fois, je me mets plutôt dans la peau du dirigeant, du manager, que celui de l'équipe parce que finalement, quand tu es l'intrapreneur, heu, là, vaut mieux penser, tant qu'à faire, penser un peu plus gros que ce que tu penses pouvoir faire naturellement. Et c'est cette double vision, en fait, qui était intéressante aussi d'aborder aujourd'hui. C'est de se dire, voilà, quand je suis collaborateur, qu'est-ce que ça m'apporte, d'intraprendre et comment est-ce que je passe le cap? Comment est-ce que j'ose? Comment est-ce que je vais aller développer ça et qu'est-ce que je dois aller chercher comme ressources? Et à l'inverse, quand je suis une entreprise, puisqu'on vient d'en parler, il y a énormément d'avantages. Comment est-ce que j'arrive à l'initier? Comment j'arrive à le développer, à le faire vivre? Et rester toujours j'ai la sensation quand même que le point commun entre tous nos échanges aujourd'hui, c'est quand même rester toujours dans cette démarche, qui est très authentique, en fait. Que ça soit de la part de l'entreprise, ou, du collaborateur qui veut entreprendre, rester dans cette dynamique-là. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas à tous les 2 pour vos témoignages, pour Avec vos plaisir. histoires, pour vos enseignements. Moi, il y a une chose que je retiens, de tout ce que vous nous avez raconté, hem, c'est, l'intrapreneuriat de vos parcours et de ce que vous me dites. J'ai l'impression que c'est, ce dont on parlait déjà en préparation, c'est une opportunité plus une petite étincelle
et derrière beaucoup, beaucoup de persévérance pour aller au bout de ces projets. Donc voilà, j'aimerais juste, laisser, les personnes qui nous écoutent et qui nous suivent, avec ça, chercher l'opportunité, écouter votre petite étincelle et ensuite penser à Justine Jérémy et cette preuve de persévérance, d'optimisme, d'énergie, de résilience et toutes ces belles, émotions et qualités, qui vous permettront d'entreprendre et de développer vos plus beaux projets. Merci à toutes et à tous Merci. et puis on vous Merci souhaite à une excellente tous. À très vite. continuation. Bonne Ciao. journée.